Il n'a pas plu depuis 2 mois. À peine quelques gouttes ici et là. L'eau se fait de plus en plus rare en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les rivières ne sont plus qu'un mince filet d'eau. Les glaciers disparaissent et les pins s'enflamment. La région PACA se transforme peu à peu sous l'effet du réchauffement climatique. Elle pourrait bientôt ressembler au nord de l'Afrique si les prévisions des scientifiques se vérifient. Entre 2 et 4 degrés d'augmentation des températures d'ici à la fin du siècle. Les signes sont déjà visibles. À l'ouest, c'est la Camargue qui prend l'eau. Au nord, ce sont les glaciers alpins vieux de 10 000 ans qui disparaissent. Au sud, les incendies et la canicule qui menacent la population. Au centre, c'est le diamant noir qui se fait de plus en plus rare. À l'est, enfin, l'alerte sanitaire peut être déclenchée à tout moment. La région PACA va-t-elle rester encore longtemps ce petit coin de paradis où il fait si bon vivre ? Le soleil se lève sur la Camargue. En occitan, cela se prononce Camarga, un marécage de 140 000 hectares formé par le delta du Rhône, avec au centre l'étang de Vaccarès. Le ballet des flamants roses a déjà commencé. La Camargue existe depuis la Rome antique, mais aujourd'hui, elle est menacée. Elle prend l'eau de toutes parts. Son ennemi, le réchauffement climatique et son corollaire, la montée des eaux. Plus de 3 mm par an au cours du siècle dernier. Et le phénomène s'accélère. La digue à la mer, construite au XIXe siècle entre les Saintes-Maries-de-la-Mer à l'ouest et la pointe de Bauduc à l'est, a déjà cédé en partie sous l'assaut des vagues. Éric Coulet, le directeur de la réserve, la parcourt de long en large tous les jours. C'est un endroit clé pour tout ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer et donc le changement climatique. Ben, c'est là que ça va jouer. Hein, c'est-à-dire que vous avez une ligne de résistance qui s'appelle les dunes, qui sont là pour corser plus ou moins les vagues. Vous avez là aussi des systèmes de défense mis en place par les hommes, que ça soit léger comme les ganivelles que nous mettons nous, ou beaucoup plus lourds comme les enrochements que mettent les Saintes-Maries, parce qu'ils sont effectivement beaucoup plus en face de la mer que nous. Et donc c'est tout ce système qui fait que c'est là que ça va se gagner ou que ça va se perdre. Un combat difficile contre les éléments naturels. Alors, Éric Coulet arpente la digue à la mer. Il vérifie. Il observe les défenses mises en place par les hommes. Comme ces ganivelles, un terme provençal pour désigner des piquets de bois chargés de stopper l'avancée du sable, ou bien encore les salicornes, des plantes halophiles qui sont les seules à supporter l'eau salée. Au début, c'est très dur à s'installer, mais après, ça va stocker le sable, hein, parce qu'effectivement, ça fait un frein, comme une ganivelle naturelle. Et donc, à partir de là, lorsqu'il y aura suffisamment de sable, il y aura une autre végétation qui va pouvoir pousser. C'est déjà celle-là qui commence à s'installer, parce qu'on sera plus loin du sel. Et puis, il y en aura une troisième et une quatrième. Donc, par conséquent, il faut commencer par là. Si c'est gagné, mais pour peut-être 10 ans. Ben parce que ça a bien marché. Vous voyez que ces petites végétations qui s'installent devant, ce sont les stades pionniers. Et si vous n'avez pas de stade pionnier, vous n'avez pas de dune derrière, car c'est un phénomène de construction lent et on ne peut pas sauter les étapes. Ici, l'homme pense avoir gagné une bataille, mais plus loin, vers l'ouest, la guerre semble perdue. Nous poursuivons notre route le long de cette digue. Au loin, les Saintes-Maries-de-la-Mer comme un mirage. Les rochers ont remplacé la côte sableuse. Nous sommes à Sainte-Marie-de-la-Mer avec un chantier permanent, puisque c'est là que le village essaie de résister en faisant des enrochements, etc. La ville des Saintes-Maries, elle est le dos au mur. Au début du siècle, il y avait 2 km de plage devant. Hein, donc là, la mer, elle est dans les maisons pratiquement. La mer aux portes des maisons ou presque. Mais ce n'est peut-être pas le plus grave. Un danger bien plus inquiétant guette les Saintois et tous les habitants de la Camargue.
Les écluses sont sous-dimensionnées. Elles ne remplissent plus leur rôle. Alors là, ici, c'est là que la Camargue se vide, c'est ça? Et en fait, on a que ça pour vider des milliers et des milliers d'hectares, voire des dizaines de milliers d'hectares. Donc, avec une mer qui ne se promène plus au zéro comme une mer bien élevée, mais se promène à plus 15 cm, c'est-à-dire qu'elle a gagné 15 cm au cours des 25 dernières années, eh bien, ces 15 cm en trop, nous ne pouvons plus les vider. Or, 15 cm, c'est extrêmement important pour tout ce qui est végétal et animal derrière. C'est-à-dire que les plantes qui poussaient entre 0 et 15 et qui ont besoin d'être au sec pendant l'été, ne le sont plus. À l'ouverture des écluses, ce n'est plus l'eau douce qui se déverse dans la mer, mais le contraire. La Camargue se remplit, mais peine à se vider. L'étang de Vaccarès, qui compte habituellement 100 millions de mètres cubes d'eau, en totalise plus de 170 millions en 2009. Ça pose des problèmes écologiques, bien sûr, mais aussi économiques. Car maintenir de l'eau en permanence à ce niveau-là, c'est risquer, en cas d'un incident climatique, c'est-à-dire de très grosses pluies d'automne, de se noyer complètement. Et de rester à ce moment-là avec ce petit trou de souris pour évacuer toute cette eau. Comme ici en décembre 2003, la Camargue est complètement inondée. Des pluies torrentielles ont fait sortir le Rhône de son lit. Les digues, érigées sous Napoléon III, ont cédé. Au total, ce sont plus de 300 millions de mètres cubes d'eau qui se répandent en Camargue. Plus de 6000 personnes sont touchées par ces inondations. Les roubines, ces canaux d'irrigation en provençal, et les écluses sous-dimensionnées n'ont pu évacuer toute l'eau vers la mer. Cet apport d'eau douce pourrait venir modifier à terme le biotope de la Camargue. Grâce à ces prélèvements, Éric Coulet le constate déjà. Dans ce qu'on appelle une roubine, un canal ici, on a fait la campagne de pêche parce que ça fait partie de notre travail, c'est de savoir où on en est. À défaut de corriger, on essaie de savoir où on en est. On a pris un poisson hindou, ça c'est intéressant. On a pris un poisson d'Europe centrale, c'était presque le plus indigène, il était d'Europe centrale. Le reste était américain. Les 4 autres espèces étaient américaines. Et puis, on n'a pas trouvé vraiment d'espèces ni françaises, ni encore moins provençales. Donc là, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est cet écosystème uniquement basé de briques et de brocs avec des espèces qu'on prend à droite, à gauche, et puis on essaie de faire un truc qui vit. Alors effectivement, il y a encore des poissons. Mais s'il se passe tout ça au niveau des poissons, on imagine ce qui se passe au niveau des invertébrés. Les crevettes, la nourriture favorite des flamants roses, qui leur donne cette couleur si particulière, pourraient tout simplement disparaître de la Camargue. Je suis inquiet parce que ce qu'on est arrivé à faire, c'est-à-dire à changer le climat, c'est-à-dire à changer le niveau des océans, etc., montre qu'on est sans limite, que notre espèce est sans limite dans les modifications. Et je me demande, là derrière, qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire comme autre changement important. Et donc actuellement, on est témoin. Alors, les choses simples, c'est-à-dire éviter le recul, freiner le recul, ça on sait à peu près faire. Mais ce qui va arriver maintenant, dans les 10 ou 20 ans, ça va être aussi surprenant que ce qui est arrivé dans les 20 dernières années. Et là, on est relativement inquiet. L'action de l'homme, depuis une trentaine d'années, hypothèque l'avenir de cet écosystème. L'équilibre est rompu. La Camargue est menacée. Elle pourrait bien être la première région de France à disparaître sous les eaux. Nous partons au nord de la région PACA, direction le massif des Écrins. Nous sommes au pied du glacier blanc. C'est le premier massif glaciaire des Alpes françaises. 110 km² de glacier, soit 5 milliards de mètres cubes de glace. Mais comme partout dans le monde, il recule. Pourtant, au cours des années 80, le glacier blanc connaît une période de progression.
Il engloutit même le chemin d'accès au refuge. En 1983, une échelle est posée à 2300 mètres d'altitude pour en modifier l'accès. 10 ans plus tard, l'échelle est démontée et devient le symbole du réchauffement climatique dans les Alpes du Sud. Le glacier blanc a reculé de plus de 250 mètres. 5 années séparent ces deux photos, prises au même endroit, en 2003 et en 2008. Elles témoignent de l'accélération de la fonte des glaciers alpins. Martial Bouvier fait partie de l'équipe du Parc national des Écrins. Avec 5 de ses collègues, il effectue depuis 10 ans des prélèvements sur le glacier. La montée, en fait, moi, j'avais mis tout sur le sac. C'est un peu trop sur... Je vais monter la mienne et tu redescendras avec. On en aura encore 3 pour 4 brouillards. Le point de rendez-vous est situé à 1874 mètres d'altitude, auprès de Madame Carl. Vous partez pour combien de temps là? On part pour 4 jours. Donc, il y a une journée de montée et de préparation du matériel en arrivant au refuge là ce soir. 2 jours de carottage, si tout va bien, si la météo nous laisse travailler. Et puis le dernier jour pour redescendre quoi en fait. Hein. On a des données au niveau du recul du front qui sont assez intéressantes puisque maintenant le glacier est de plus en plus loin. Mais on sait que, par exemple, en 1820, par exemple, il descendait juste au fond du pré de Madame Carl. Là, donc, il était 2 km plus bas qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Alors là, il y avait un réchauffement. Bon, depuis le 1820, c'était la fin du petit âge de glace. Donc là, il y a un réchauffement tout à fait naturel jusqu'à il y a 30 ans en arrière. Et là, maintenant, ça semble s'accélérer encore, puisque là, on est de l'ordre de 25 mètres de recul au niveau du front par an. Alors que c'était plutôt moins de 10 mètres par an de façon naturelle, on va dire. 4 jours pour faire un premier bilan et mesurer l'état du glacier. Nous, au niveau du massif, on a une quantité de petits glaciers qui sont en train de s'étioler complètement, voire de disparaître. On a des glaciers qui sont encore sur les cartigènes, mais qui n'existent plus. Il n'y a plus que du caillou. Et tous les petits glaciers qui faisaient moins de 10 hectares il y a 20 ans, c'est terminé, il n'y a plus rien, quoi. Et puis, il y en a encore un paquet qui vont disparaître. Pas un seul glacier des Alpes qui ne soit en récession. C'est parti pour 10 heures de randonnée. La météo est mauvaise, le vent et la neige sont au rendez-vous. L'expédition progresse difficilement. Sur place, le travail est fastidieux. Tout se fait à la main. Il faut carotter, étalonner, peser, mesurer et répertorier les carottes de glace. Quand tu veux. Ouais, la deuxième passe, ça c'était combien? 3,25 m. Ah oui. On met la sandonnée à la glace pour avoir la profondeur exacte. Après plus de 12 heures sous le vent et la neige, Martial peut dépouiller les résultats. Il a beau compter et recompter, les premières constatations sont sans appel. Ah, il recule bien, ouais. Il a reculé d'à peu près de 500 mètres en 20 ans, là, donc c'est quand même très très marqué. Mais c'est pas le seul, hein, tous les glaciers des Alpes en ce moment, ils reculent. Hein. Et on peut savoir pourquoi ils reculent? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle un petit peu le réchauffement climatique. Hein. Donc on a des accumulations l'hiver qui sont assez régulières, mais par contre les températures estivales étant plus importantes, on a une fonte plus importante, et donc on a une disparition de cette neige beaucoup plus importante. Donc les glaciers fabriquent moins de glace qu'avant, et donc on a perdu à peu près 4,50 m d'équivalence en eau, donc ça ferait même à peu près 5 mètres d'épaisseur du glacier en 9 ans, ce qui est quand même très important et ce qui n'a certainement jamais été vu de façon naturelle. Delphine Six est glaciologue au CNRS de Grenoble. Pour elle, comme pour Martial, la nature n'est pas la seule responsable.
il y a 30 ans, par exemple, les glaciers fondaient en juillet, août, un petit peu septembre. Aujourd'hui, les glaciers fondent en juin, en juillet, en août, en septembre, même jusqu'en octobre. Donc on augmente la saison d'ablation, on augmente la température de l'air, et du coup, nos glaciers fondent énormément depuis 25 ans à peu près. Et aujourd'hui, on ne peut pas expliquer, en tout cas, l'augmentation des températures dans le monde, en France ou dans les Alpes, sans inclure dans les modèles à la fois une partie naturelle et à la fois une partie anthropique, une partie liée à l'homme. Les activités humaines sont pour une bonne part à l'origine de l'augmentation des gaz à effet de serre et par conséquent de la hausse des températures. Une augmentation jamais atteinte depuis 1 million d'années. C'est irréversible, en tout cas pour une bonne part. Il faut savoir que si par exemple aujourd'hui on faisait disparaître tous les habitants de la planète, donc tout ce qui allait avec, la circulation automobile, les industries, etc., on aurait quand même en 2025 une hausse des températures qui serait de plus de 1 degré. Même en arrêtant tout aujourd'hui, on a une telle inertie de la machine climatique, que ce soit liée aux océans, à l'atmosphère, à la végétation, etc., que même d'ici 2025, de toute façon, notre impact se ferait encore sentir. L'influence de l'homme sur son environnement doit changer. Il doit entre autres modifier ses habitudes de transport, comme en témoigne ce clip. Le transport représente 30% des émissions de CO2. Préférons les transports doux. Train, bus, vélo et la marche. Laurent et Bruno sont à l'origine de ce clip de sensibilisation des populations aux problèmes de pollution en montagne. Ils sont les premiers à avoir réalisé en 2007 le bilan carbone d'une station de ski. Ils ont créé une association, Mountain Rider. On a fait un petit comparatif entre 2 familles qui montent au sport d'hiver pendant une semaine. Une famille qui émet 28 kg de carbone, une autre qui en émet 200. Il y a une différence de 7, un facteur 7 entre les deux, donc ça veut dire qu'on peut très bien diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 7, tout en ayant une activité touristique et en se faisant plaisir en allant en station. Ces différences, d'où elles viennent? Tout simplement parce qu'il y a une famille qui utilise des transports en commun, l'autre qui vient en voiture. Une famille qui s'alimente de manière locale et de saison, l'autre qui a plutôt des produits surgelés qui viennent par avion. Et puis enfin des modes de chauffage différents avec un chauffage au fioul d'un côté et puis de l'autre côté un bâtiment qui est bien isolé avec un chauffage plus respectueux. Ouais, bon, le bois ça chauffe, l'eau ça coule, il y a des récupérations d'eau. Pour eux, c'est tout un mode de vie et de consommation qu'il faut changer. Est-il en place? Ils éditent ainsi depuis 3 ans l'Éco, guide des stations de montagne. Un livret simple et pratique qui permet aux skieurs de choisir leur station de ski sur des critères de développement durable. Donc ce graphique présente tout simplement le nombre de stations qui seraient économiquement viables en fonction du changement climatique. Donc vous voyez qu'en France aujourd'hui on a 148 grandes stations. Si demain on a une élévation de plus 1, plus 2 ou plus 4 degrés, vous voyez qu'on peut descendre jusqu'à 55 stations qui seraient économiquement viables. Donc le changement climatique a un impact direct sur l'économie des stations de sport d'hiver. Si la température augmente de quelques degrés, Serre Chevalier fera partie de ces rares stations encore rentables. Avec 38 000 lits, 400 commerçants, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, Serre Chevalier est l'une des plus grosses stations de ski de la région PACA. Mais c'est aussi une station difficile d'accès pour les transports en commun. Témoin, les stations des Alpes du Sud. Mal desservies, enclavées, la plupart des skieurs s'y rendent en voiture et participent ainsi un peu plus au réchauffement climatique. Une situation que déplore François Badjili. C'est le responsable de l'Office de tourisme de Serre Chevalier. Les défis aujourd'hui pour nous, c'est l'accès aux stations, c'est la mobilité dans les stations, c'est vraiment l'enjeu des 10 ans qui viennent, c'est comment on vient à la montagne, comment on vient dans nos territoires de montagne qui ne sont pas forcément toujours faciles d'accès, et puis surtout comment on peut inciter les gens à venir sans utiliser leur véhicule individuel et développer des transports collectifs. Il y a quelques expériences dans ce sens-là qui sont positives. On a la chance d'avoir, je donne un simple exemple, on a la chance d'avoir un TGV à 40 minutes de la station, sauf que ce TGV il est en Italie. Et bien, c'est extrêmement compliqué de mettre en place une liaison autocar entre une ville qui a un TGV à 40 minutes et notre station. Alors, on a un aéroport international à 1h15 de la station qui s'appelle Turin. Et bien, si vous venez en avion à Turin, il va falloir que vous preniez à la sortie de l'avion
une navette pour aller au centre-ville de Turin, une autre navette pour aller de Turin à Briançon et une autre navette pour aller de Briançon à Serre-Chevalier. Alors qu'on reçoit des milliers de skieurs chaque week-end. Donc du coup, les gens qui ont les moyens préfèrent louer une voiture et on se retrouve encore avec plein de voitures dans la station. Un casse-tête pour les stations de ski des Hautes-Alpes. 50 000 tonnes de carbone sont émises par les voitures en un mois dans le département, soit l'équivalent d'une ville de 5 000 habitants sur une année. C'est trop, beaucoup trop pour Laurent de Mountain Rider. Il faut arriver à rendre les stations moins dépendantes des énergies fossiles et du pétrole. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas déjà. On a déjà consommé la moitié. Pour les générations futures, arriver à proposer d'autres modes de tourisme plus respectueux et plus durables. Les responsables des stations de ski doivent déjà se préparer à des changements importants. Mais la solution n'est pas le recours à une technologie plus sophistiquée. Il faut juste modifier les comportements des populations. C'est le prix à payer pour la survie des stations de ski. Nous sommes avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Un feu s'est déclaré sur la commune de Velot près de Martigues. Des moyens importants sont déployés. C'est le colonel Jorda, le chef du corps départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, qui est aux commandes. Alors, La situation s'annonce délicate. Le feu progresse rapidement. Avec un groupe, mais il travaille ici surtout. Je l'ai fait travailler ici. Pourquoi? Parce que le flanc gauche est plus ou moins inaccessible. De toute manière, il ne peut aller que dans les temps de berre. Depuis 1973, les incendies en région PACA ont détruit plus de 32 000 hectares de maquis et de forêts. Ils ont coûté la vie à une vingtaine de personnes. Pour la seule année 2003, une année caniculaire, plusieurs dizaines de milliers d'hectares ont brûlé en l'espace de 2 mois dans le Var. 10 personnes ont péri. Ce matin, cet incendie était un exercice, une répétition grandeur nature. Avec la hausse des températures et l'augmentation de la sécheresse, le colonel Jorda doit faire face à une nouvelle problématique, la gestion de l'eau. Et la lutte contre les feux de forêt, effectivement, c'est une gestion dans le temps et dans l'espace de l'eau d'inspection. Et c'est très difficile dans nos massifs à nous. Le colonel Jorda et les pompiers des Bouches-du-Rhône sont à l'origine de la création du GALF, le groupe d'alimentation feux de forêt, unique et innovant. Ça, c'est quand même quelque chose qui paraît simple, mais souvent les idées les plus simples sont les meilleures. Ça permet tout simplement, par ce système-là d'une citerne tampon, de pouvoir alimenter rapidement les engins lorsqu'ils reviennent au plein. Et ils ne font pas la queue. On a rempli plusieurs en même temps. C'est tout bête. Encore fallait-il organiser le penser en utilisant un système de clarinette. Ces clarinettes permettent de remplir, grâce à une citerne tampon de 10 000 litres, plusieurs véhicules en un temps record. Des minutes précieuses dans la lutte contre les incendies. Ce qui m'inquiète, nous, ici, pour la région méditerranéenne, c'est que si ces fréquences de canicule se confirment, et je crains fort que ce soit le cas, avec des températures toujours plus élevées et qui vont durer plus longtemps, nous arriverons à le maîtriser, mais c'est sûr que les feux deviendront certainement plus dangereux. Plus dangereux pour les soldats du feu. En près de 30 ans, 26 pompiers ont péri dans les flammes. 26 de trop. Mais les améliorations portées sur les équipements et le matériel ont permis d'en sauver beaucoup d'autres. Ce système d'autoprotection, par exemple, est devenu obligatoire sur tous les véhicules d'incendie. Démonstration. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est l'autoprotection. Ça vous permet de faire quoi alors? Ça nous permet de sortir, quand on se fait piéger par le feu, sortir de l'endroit où on est piégé en fait. Quand ça brûle, c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir évacuer un endroit où on s'est fait prendre en fait.
Des pompiers de plus en plus protégés, mais aussi des pompiers de plus en plus formés. En marge de ces manœuvres, nous retrouvons le colonel Fonters. Après avoir passé plus de 20 ans sur le front des incendies, il s'occupe maintenant de la formation des sapeurs-pompiers du département. Nous le retrouvons dans le massif. Il est accompagné de 2 jeunes pompiers volontaires. En dehors de ça, vous avez vu que ça... Ces pompiers volontaires représentent 80% des effectifs. Objectif de la mission du jour, les familiariser avec les plantes du Midi. Sous l'effet de la chaleur, elles peuvent devenir des pièges mortels. Alors ça, c'est bien parce que ça fait partie des herbes de Provence et que tout le monde apprécie dans la France et le monde entier. Par contre, c'est quoi le moyen de protection de ces plantes vis-à-vis de la chaleur? Vous le savez? C'est de sécréter une sorte d'essence. Voilà. Et j'aime bien le terme essence parce qu'en fait, pour se protéger, c'est soit le pin, lui, il fait des aiguilles pour éviter d'avoir une grande surface exposée à l'évaporation. Et ces produits, ces herbes-là, par contre, vont faire une émanation d'essence. Vous pouvez être à une 50aine de mètres de l'incendie et être déjà dans cette nappe gazeuse. Et c'est ce qui a créé les accidents qu'on a connus ces dernières années. Ou même si on pensait être à l'abri, ben, en fait, on est ici. Et c'est le gaz qui s'enflamme et on est au milieu du chalumeau, quoi. Vis-à-vis de l'évolution du climat, des paramètres de météo, des paramètres végétation, on n'est jamais à l'abri du feu catastrophe tel que connaissent nos amis américains, par exemple. Les feux catastrophes, le cauchemar des pompiers. En France, la priorité est donnée à la vitesse d'intervention pour éteindre l'incendie. Dans les premières minutes, c'est un verre d'eau. Dans les 10 minutes, ça va être un seau. Dans le quart d'heure, c'est une cuve de 1000 litres. Et au-delà, c'est toute l'eau de la terre. Donc voilà, en fait, il faut jouer sur le délai. Il faut qu'on arrive à réduire. Et réduire, ça aura plein d'intérêt. Réduction de la surface brûlée et réduction du produit extincteur eau qui sera de plus en plus rare. Ne pas gaspiller l'eau. L'utiliser intelligemment pour maîtriser plus rapidement les incendies. Voici ce que tente d'enseigner le colonel Fonters aux jeunes recrues. Avant de retourner à la caserne, il tient à leur montrer à quoi pourrait ressembler le département si la situation leur échappe. Là, c'est un site qui a brûlé plusieurs fois. Et donc, au bout d'un moment, la nature a plus la capacité de régénérer de la végétation. Si on laisse faire et qu'on laisse trop de surface brûlée, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on peut rendre le département comme la Lune. Mais bon, justement, c'est pour ça qu'il faut réagir très vite et qu'on soit toujours à l'affût et limiter au maximum les surfaces brûlées. On ne peut pas tolérer de brûler des grandes surfaces. Et vous êtes inquiet avec les sécheresses à venir qu'on prédit là, et on prévoit des temps de sécheresse de plus en plus nombreux tout à fait. C'est là que c'est important d'éduquer les citoyens et que nous, on soit et que même au niveau de nos autorités, ils gardent à l'esprit qu'on doit garder nos moyens et toujours se perfectionner pour que le feu reste petit et qu'il soit tué dans l'œuf. Se perfectionner, limiter les dépenses en eau et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leurs interventions. Les pompiers du SDIS 13 utilisent toutes les technologies à leur disposition. Et la demande à commencer par ces logiciels de simulation de feux de forêt. Au SDIS 13, chef de groupe EX, vous prenez mon arrivée sur les lieux, sur la D17, dans le hameau de village de Saint-Antonin. Tout y est modélisé. Les paysages, les routes, les chemins, le feu bien sûr, et les camions. Et j'en ai 2 qui sont toujours, que j'ai gardés en réserve. Et là, j'attaque le feu avec ces 2 véhicules. Même les hélicoptères porteurs d'eau et les Canadair sont représentés. Je veux dire, là, on n'est qu'en phase informatique, on économise du carburant. C'est une sécurité parce qu'on n'a pas des gens qui roulent sur les routes, on n'utilise pas d'eau. Par contre, on joue la problématique de l'eau. C'est-à-dire que quand mes véhicules sont vides, je suis obligé de faire la démarche d'aller remplir le véhicule. Largage. Dans la réalité, cela donne ceci. Des centaines d'interventions et près de 8000 départs de feu en moyenne durant l'été.
À quelques kilomètres de là, la sécheresse et les aléas climatiques ont d'autres effets. Direction le Vaucluse, près du village de Ménherbe, capitale du diamant noir. Nous sommes avec Robert Florent. Il est armé de son outil de travail et accompagné de sa chienne Finette, indispensable pour traquer la Tuber melanosporum. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cavaille en provençal. C'est important. Très important, puisque vous avez un côté qui est très pointu ici, qui est pour éclater un petit peu les pierres, pour libérer la truffe sans la casser. Et vous avez la palette qui sert à reboucher le trou, parce que, évidemment, c'est très important de bien reboucher le trou après avoir pris les truffes. Et de cette manière-là, 2 ou 3 ans après, nous avons à nouveau une récolte à ce même endroit. La saison de la truffe vient de commencer. Nous sommes au mois de décembre. Autrefois, c'étaient les cochons qui cherchaient les truffes. Aujourd'hui, les chiens les ont remplacés. Celui de Robert est un champion. Stop, stop. Il ne tarde pas à le prouver. Elle les mange, les truffes? Ah ben bien sûr, oui. Une truffe qui fait un bon 150 grammes. Voilà. Vous voyez? Puis, regarde un peu. Ça c'est beau ça. Là on a une brisure là qui montre la qualité sectionnelle de cette truffe là. Des veines blanches très blanches, un noir bien noir. Ça c'est un produit qui est vraiment au top maximum que peut avoir une Tuber melanosporum. Robert est accompagné ici de Jean-François, technicien trufficole à la Fédération régionale. La truffe est un champignon très sensible aux variations du climat, notamment aux précipitations. C'est la pluie qui fait tomber au sol le mycélium présent sur les feuilles des chênes truffiers. Pas de pluie, pas de récolte. Ici, avant, autour du Ventoux, c'était, on peut dire, un fief, un petit peu la production de truffes. Le potentiel aujourd'hui est toujours là. Les récoltes sont de plus en plus minces puisque les scénarios climatiques sont de moins en moins favorables. Jusque-là, on avait régulièrement une mauvaise année tous les 10 ans, à peu près, 1 ou 2 mauvaises années tous les 10 ans. Le reste étant des bonnes années ou des années moyennes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On a une bonne année tous les 10 ans, voire 2 bonnes années. Et puis beaucoup d'années moyennes et des années catastrophiques, comme c'était le cas en 2003. Cet avis est partagé par Robert. Cela fait 37 ans qu'il traque la truffe sur plus de 1000 hectares. C'est certain, oui, on sent énormément le changement, surtout ces 10 dernières années, où on a pu voir des versants entiers, la truffe, les places de truffe disparaître parce que c'est trop sec. Parce qu'un truffier peut rester en sommeil, mais il peut disparaître. Et actuellement, il y a beaucoup de places qui disparaissent dues au réchauffement climatique. Pour limiter les effets de la sécheresse et la hausse des températures, Robert a ses petites astuces. Alors, on en a déjà 3. Vous voyez, avec les tampons de paille que je lève là, vous avez la truffe qui est juste sous le tampon de paille. C'est ce qui préserve l'humidité, c'est ça? Voilà, c'est ce qui joue le rôle un peu de climatiseur. Bon, ça maintient, ça protège du trop de chaleur et en même temps, ça maintient l'humidité. La truffe, avec la hausse des températures, est-elle menacée de disparition dans le Midi? Pour le vérifier, nous nous rendons à l'INRA de Bordeaux. C'est le laboratoire du professeur Olivier. Il est aujourd'hui à la retraite. Toute sa vie, il l'a passé à étudier ces champignons, et notamment les truffes. Alors, la situation n'est pas, à proprement parler, alarmiste. Elle est surtout... il faut être vigilant et réaliste, c'est-à-dire essayer vraiment d'anticiper. Et la question est surtout que pour la région méditerranéenne de plaine, effectivement, là, on a quand même quelques inquiétudes, non pas sur la présence ou pas de la truffe, elle ne disparaîtra pas, mais sur la régularité des productions d'une année sur l'autre. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser qu'elle est vraiment inféodée à des régions sèches et chaudes. En fait, elle aime des températures tièdes, elle a un petit besoin d'humidité modérée, mais il lui faut quand même de l'eau. Mais par contre, elle est très exigeante sur les sols. Finalement, la truffe a besoin de stabilité.
Elle se fera donc de plus en plus rare en région PACA. Paradoxe, qui dit rare en matière de truffes, dit cher, très cher même. Retour à Ménherbe, la capitale du diamant noir. Yves Rousset-Rouard l'a bien compris. Il est le maire de cette petite commune. C'est lui qui a organisé le premier colloque sur la truffe et le réchauffement climatique. Il est également à l'origine du premier musée sur la truffe et le vin dans le Luberon. 2000 ans d'histoire et de truffes, où l'on apprend que la production française est passée de 1500 tonnes en 1900 à 50 tonnes aujourd'hui. Une chute vertigineuse, essentiellement due aux accidents climatiques de ces dernières années. Une chute qui fait flamber les prix. On a vécu ces dernières années, depuis 8 ans, une modification du climat, à des chaleurs excessives pendant l'été, et donc à une augmentation aussi considérable des prix qui se sont installés à des niveaux qu'on n'avait jamais connus jusque-là. À mon avis, aujourd'hui, il y a un enjeu, et j'ai voulu, en tant que maire, lancer cet appel pour montrer à quel point il est important pour nous, et pour tous ceux qui vivent en fait dans cette région, d'augmenter et de développer la trufficulture. Voilà. Le premier magistrat du village montre l'exemple. Depuis maintenant 1 an, des chênes truffiers municipaux poussent au pied de son village. Voilà, nous voici la première truffière municipale de France que nous avons créée en janvier de cette année, qui a été inaugurée lors du colloque sur le réchauffement climatique. Et nous avons planté 150 chênes mycorhizés, dont les racines ont été contrôlées par l'INRA, et on a constaté que le mycélium, qui est à l'origine de la truffe, se trouvait bien sur les racines. Donc en fait, on peut dire que c'est une maladie, mais une maladie volontaire. Une maladie volontaire qui pourrait bien faire la fortune de ce village. Car au marché de Carpentras, le samedi matin, ou à celui de Richerange, le dimanche matin, la truffe noire s'échange à plus de 600 € le kilo. Nous retrouvons Robert et Jean-François. Ils quittent le bar de la Civette où tout se négocie en secret. Une vieille tradition provençale. C'est là qu'ils se font les transactions alors? Voilà, là, ouais. on arrive au marché de détail là. Et là on était où avant là? Ah ben là on était au bar en train de se réchauffer, on prenait un café. Pour voir un peu l'ambiance du marché de ce matin, il faut un peu se préparer là avant d'arriver au carré des professionnels. Elle est bonne? L'ambiance est assez bonne, oui. Le produit est de bonne qualité ce matin, alors j'espère que les prix vont monter. Hein. Ça va combien là les prix, vous savez? Ah ça pour le moment, il vaut mieux pas se prononcer là. Difficile de parler d'argent quand il s'agit de truffes. Venez le sifflet. Au coup de sifflet, c'est parti. Au centre, les acheteurs. À l'extérieur, les vendeurs. Allez voir ce lot là. Serge nous accompagne. Il est restaurateur à Carpentras, spécialisé dans la cuisine aux truffes. Combien ça vaut le maximum, c'est quoi aujourd'hui? Très cher. 400. Si je vous dis 5. Il faut monter, pourquoi? Parce que c'est Noël. Vous allez à Rungis, ça sera moins cher qu'ici à Rungis. C'est pas possible. Pourquoi? Bah, depuis lundi, on n'a pas vendu. Là. Regarde, en termes de maturité quand même, on n'est pas au rendez-vous à 100%. On va lier quand même. Elle n'a pas joli la mienne. Hein? Elle n'est pas jolie. Mais c'est pas ça que je regarde. Elle a eu froid. Elle a eu froid. Non, mais elle n'est pas jolie. Ah non, elle n'a même pas eu de rien. Elle n'est pas jolie, celle-là. On va trouver un truc. C'est l'offre et la demande, hein, ma belle dame. Comment tu veux faire hein? Nous ne sommes que des petits commerçants. Hein. Oui, oui. Plus loin, Robert, lui, cherche l'objet rare. La qualité est médiocre là. Hein. Bon, oui. On a un lot de qualité médiocre. Je ne peux pas vous dire le contraire. Non, ça vaut 300 €, ça ne vaut pas plus. Un petit peu plus. Non. Un petit peu plus. Non, mais moi je cherche de la qualité surtout. Ah ben, je le sais bien. Salut. Je laisse encore un peu, puis je vous les porte. Finalement, Robert n'achète rien. Ce matin-là, à Carpentras,
En 1 heure, près de 50 kilos de marchandises auront changé de main, près de 30 000 €. Le réchauffement climatique a parfois du bon. Retour dans la région de Marseille. Les pompiers luttent toujours sur le front des incendies pour la 2e journée consécutive. Le département des Bouches-du-Rhône est placé par Météo France en alerte orange à la canicule. Des températures supérieures à 34 degrés. La nuit, elles ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Donc Marseille 15e, Marseille 9e. À l'hôpital de la Timone à Marseille, tout le personnel urgentiste est sur le pont. Forcément, s'il arrive quelque chose, forcément... Les 15 000 morts de la canicule de 2003 en France sont encore dans tous les esprits. Le docteur Rostini est le patron des urgences. Il était en poste en 2003 quand la vague de chaleur a déferlé sur la France. Alors bon, pour ce qui est 2003, pour nous, on n'a pas eu d'augmentation franche, disons, d'augmentation de décès. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une augmentation de fréquentation des services d'urgence, qu'on a eu dans la rue des gens qui faisaient des malaises, mais comme dans le sud, on aime bien ne pas travailler au soleil, on aime bien être tranquille aussi dans les configurations qui nous permettent de travailler, mais les gens, s'il fait trop chaud, se mettent à l'abri. Ce n'est pas le cas dans la tradition, dans les villes aujourd'hui qui sont un peu dans les villes du centre, où probablement la venue de la chaleur et en réalité la mauvaise qualification, qui était donc qu'il fallait tenir compte des températures maximum de la journée, mais surtout les températures de nuit. Et visiblement, ça a été un petit peu relativisé ailleurs, et je pense que le fait de la tradition ne leur a pas permis de se défendre comme nous. La région PACA a été épargnée en 2003. Seulement 150 morts liés à la vague de chaleur, mais en 83, ce sont près de 300 Marseillais qui décèdent en 15 jours de surmortalité estivale. Jean-Louis Sanmarco, professeur de médecine et auteur d'un ouvrage sur la météo et la santé, en a tiré les leçons. En 83, j'étais responsable des urgences à l'hôpital de la Timone. On recevait environ 100 personnes par week-end. Et un week-end, mi-juillet, on a reçu 200 personnes. Ça surprend, mais surtout 80% sont morts. Et ça nous a tous bouleversés et on a cherché à comprendre ce qui se passait. Alors on a d'abord essayé de réagir tout de suite pour savoir comment faire. Et comme elles étaient fébriles, on a pensé qu'il y avait une infection. On a cherché l'infection, on ne l'a pas trouvée. Et quand on a réalisé que c'était une vague de coups de chaleur liée à la vague de chaleur que nous subissions, on a essayé de les refroidir. Mais c'était beaucoup trop tard. Le bon traitement, c'est très en amont, en empêchant le corps d'avoir sa température qui grimpe quand la température extérieure monte. Et à partir du moment où on a fait ça, on a réduit la mortalité des petits épisodes chauds qui ont eu lieu entre 83 et 2003. On l'a quand même divisé par 3. Gérer la canicule dans le Midi fait partie de la culture locale. Des gestes simples, des réflexes de bon sens pour se protéger de la chaleur. Vous voyez, la majorité de ces fenêtres sont fermées, et c'est pas que les gens sont absents. Regardez, il y en a un certain nombre qui sont simplement croisés, dont on sent bien que les gens sont derrière, mais ils sont Marseillais, ils ont la culture, et ils savent que le bon côté du soleil, c'est l'ombre. Et que la journée, les fenêtres qui sont au soleil doivent être fermées. On les ouvre le soir quand on peut aérer. Et puis il y a des Parisiens, des gens du Nord qui ne savent pas, et de temps en temps ils ouvrent leurs fenêtres là où ils ne devraient pas. Autre solution de bon sens pour faire baisser la température de son corps, la baignade bien sûr. Encore faut-il pouvoir la pratiquer. Nous sommes à la plage de la Pointe-Rouge à Marseille. Drapeau violet, baignade interdite pour cause de pollution. Depuis plusieurs années maintenant, des plages du pourtour méditerranéen sont régulièrement fermées, temporairement à la baignade, à cause de la présence d'une microalgue toxique, l'Obstreopsis ovata, qui habituellement vit dans les eaux chaudes des mers tropicales. Hubert Grossel est chercheur à l'Ifremer. Il surveille de près cette algue dangereuse. On ne sait pas comment Obstreopsis est arrivée. Comme je l'ai déjà dit, elle est observée depuis un certain nombre d'années.
il est très possible effectivement que la circulation maritime, les bateaux, les transferts des eaux de ballast aient pu être à l'origine. Pourquoi pas l'ouverture du canal de Suez? Ce sont des hypothèses qui ne sont pas confirmées. Toujours est-il qu'Ostréoptis est là maintenant et qu'elle semble bien se plaire ici. Et pourquoi pas aussi les conditions telles que le réchauffement climatique pourraient favoriser son implantation et son extension. Cette algue produit une toxine, la palytoxine, qui a déjà causé la mort d'êtres humains par contamination alimentaire au Brésil et à Madagascar. Et là, effectivement, il y a des risques sérieux liés à la toxine, qui est une des toxines les plus puissantes connues dans le milieu marin. Une surveillance qu'il ne faut pas prendre à la légère. Hubert Grossel décide de se jeter à l'eau malgré les conditions météo difficiles. Il doit mesurer la température de l'eau, son acidité. Il doit également prélever des échantillons. Nous allons donc rechercher des algues rouges ou brunes sur lesquelles Ostréopsis a tendance à s'accrocher et à développer des colonies, parfois gélatineuses. Un travail délicat dans une eau à 15 degrés, refroidie par le Mistral. Ça. Et après, tu refermes le flacon. Les flacons sont répertoriés, leur contenu sera analysé. Que l'on a observé depuis les années 2004 en Méditerranée. Ça a commencé par l'Espagne avec une efflorescence qui a posé un problème sanitaire, renouvelé en 2006 en Italie ou en 2005 en Italie. Et pour la première fois, une observation a été réalisée ici dans la région en 2006. Donc on sait maintenant qu'on peut se trouver confronté à des phénomènes liés à Ostréopsis et qui peuvent peut-être présenter des risques liés à cette espèce et à la présence d'une toxine qu'elle libérerait dans le milieu. Le réchauffement climatique est l'une des causes avancées par les scientifiques avec la pollution pour expliquer la prolifération de cette algue tropicale sur nos côtes. Le réchauffement climatique pourrait être encore à l'origine d'une autre invasion venue du ciel. Nice, sur la plage centrale ou sur la promenade des Anglais, rien ne trouble la quiétude des riverains. C'est sur les hauteurs de Nice que nous retrouvons le professeur Areski Izri. Il est parasitologue. Depuis quelques jours, il est en mission spéciale dans la région. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Bonjour madame. Merci, c'est gentil. On va d'abord récupérer nos pièges et puis on va voir. Ce matin, il récupère en fait des pièges à insectes installés la veille dans le poulailler de Gérard. On va regarder s'il y a des choses dans ces pièges, s'il y a des choses là-dedans. Hop là. Oula, vite. Oh, se débranche tout seul. La chasse est plutôt bonne. Les pièges ont fonctionné. Les insectes pullulent. Oh là là. Il y en a des phlébotomes là-dedans. Ah oui, il y a beaucoup de... Non, c'est bien. Ben, c'est ces petits moucherons-là de 1-2 mm, ceux-là. 1 à 2 mm, pas plus. De temps en temps, on tombe sur un moucheron un peu plus gros, qui fait peut-être 2,5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Que des phlébotomes sur la paroi. C'est ça qui tue vos chiens et qui peuvent donner parfois d'autres maladies. Gérard n'en revient pas. Son poulailler est infesté de petites bêtes, des moucherons porteurs de maladies comme la leishmaniose. Je ne sais pas si c'est indispensable de passer de javel tout le temps. Et qu'est-ce que vous y mettez? Oh, un bon nettoyage et puis une couche de paille. Non, une couche de paille que vous enlevez, c'est tout. Ah, j'enlève. Voilà. Si c'est trop, j'enlève. Que doit-il faire? La leishmaniose, la toscana et bien d'autres maladies virales pullulent dans le poulailler de Gérard et dans beaucoup d'autres de la région. Nice et ses environs, encaissés entre la mer et la montagne, sont un écosystème particulièrement propice au développement des insectes piqueurs et la hausse des températures prévues par les climatologues pourrait bien aggraver la situation. Ce réchauffement va gagner malheureusement, va s'étendre. Ça ne sera pas uniquement la région de Nice qui sera touchée, mais cela va déborder largement sur le reste du pays
Et on va voir petit à petit monter les maladies qu'on observe ici, dans ce biotope particulier. On va voir ces maladies remonter petit à petit vers le nord. On commence déjà à voir des foyers de leishmaniose canine chez les chiens, à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Brive-la-Gaillarde. Donc petit à petit, ça remonte. La leishmaniose est déjà aux portes de Lyon. Quand quelqu'un est touché par la leishmaniose, ça peut être assez grave. C'est une maladie qui peut être mortelle en l'absence de traitement. Donc il faut absolument que la personne soit traitée. Pour mieux comprendre ces maladies, nous suivons le professeur Izri. Il doit vérifier la présence du virus. Phlébotum. Ça, c'est un phlébotum. C'est une menace. C'est une menace parce que la femelle est capable de piquer plusieurs animaux et de piquer l'homme. Elle fait à peu près un repas toutes les 48 heures ou tous les 3 jours, on va dire. Elle est donc capable de s'infecter sur un animal. Le parasite ou les virus se développent dans son organisme et ensuite elle fait un autre repas de sang et là elle transmet le parasite ou les virus à un autre animal ou bien à l'homme éventuellement si c'est l'homme qui est piqué. Voilà, encore un autre ici, il y en a plein. Une autre espèce Dans ces pièges, le professeur Izri découvre également des moustiques. Le moustique tigre, entre autres, à l'abdomen zébré et à l'appétit féroce. Cette espèce venue d'Indonésie a pu conquérir le monde. Avec les moustiques, on a maintenant le moustique tigre qui est installé en Méditerranée. Lui peut éventuellement transmettre le chikungunya ou la dengue. Peut-être pas aujourd'hui, mais il suffit qu'il y ait un sujet porteur de virus. Il suffit que un moustique s'infecte sur le porteur de virus et on peut avoir une petite épidémie. Déjà plus de 200 cas de chikungunya étaient signalés en 2007 en Italie. C'était la première flambée européenne de cette maladie, jusque-là considérée comme tropicale. Alors, les tropiques aux portes du Midi? Pas encore. Mais à l'heure où la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'interroge sur son patronyme, elle doit faire face à des bouleversements climatiques sans précédent. Des étés de plus en plus chauds et secs, des hivers de plus en plus humides. La région PACA, à l'image de la France, n'en finit plus de se réchauffer.